Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de Zack Snyder. Il y a un gros article qui est sorti dans The Hollywood Reporter. La plupart d'entre vous en auront certainement déjà entendu parler, mais je voulais qu'on aille voir directement l'article, et entre autres, dans les choses importantes qu'on va y apprendre, vers la fin, on va avoir la confirmation que la page est tournée, que lui-même ne compte pas de toute façon revenir pour finir le Snyderverse, comme on l'appelle, en tout cas cette storyline, ce qui veut pas dire qu'il ne reviendrait pas pour du super-héros. Il y a des cas très précis dans lesquels ça serait possible, qui précisera justement à la fin de l'article, mais en tout cas ça ne sera pas pour finir toute cette histoire avec Darkseid et tout ça qu'il avait mis en place. Mais du coup, regardons tout de suite cet article, il y a beaucoup de choses, donc on s'y met. Alors déjà, j'ai adoré le départ. En fait, on nous explique que Zack Snyder a une grosse période Fortnite, et effectivement, j'avais déjà entendu en parler. Et là, on nous explique, à la base, il a commencé à jouer à Fortnite, en gros, c'était pour se rapprocher d'un de ses fils. En mode, ça fait une activité qu'ils peuvent faire ensemble, ça permet de se rapprocher. C'est top, c'est très bien. Sauf que c'est devenu une obsession à lui, en mode il joue tout seul. Et du coup, à 57 ans, chaque fois qu'il avait l'occasion, il fuyait et il allait jouer à Fortnite. Et genre, il y a une nuit, il y a à peu près un an, où c'est récent, hein, où sa femme, donc Deborah Snyder, sa femme qui est aussi sa productrice, hein, sa partenaire en production, qui s'est réveillée à 3h du matin, pas de Zack dans le lit, elle l'a retrouvé devant la console en train de jouer à Fortnite, et là elle a fait non, alors non, ça y est, là on arrête là, donc ce que tu vas faire au moins, histoire de fabriquer des trucs, tu vas faire de la poterie. Ça t'occupera, et au moins tu feras quelque chose d'un peu utile. Et du coup, c'est devenu sa nouvelle passion. C'est vraiment devenu un truc il semblerait qu'il en fait tout le temps. Et donc, je trouvais ça assez marrant. Et d'ailleurs, dans son bureau, alors qu'il a l'air assez cool, hein, il y a donc une salle de projection, il y a un endroit un banc de montage, il y a une salle de gym, mais du coup, maintenant, il y a aussi un atelier de poterie pour qu'il puisse faire ses trucs. Et d'ailleurs, ça en reparlera plus tard, c'est assez drôle là-dessus. Ça c'est assez marrant, c'est vrai qu'on nous rappelle que Rebel Moon va sortir le 22 décembre, c'est-à-dire pour les États-Unis le même jour que la sortie d'Aquaman au cinéma. Donc c'est assez marrant qu'Aquaman, qui est le dernier film entre guillemets du Snyderverse, en tout cas dernier film avec voilà les restants du casting de Snyder, bah du coup ouais, sorte le même jour que la sortie de Rebel Moon. C'est un hasard assez fou. Là, c'est une photo de Zack Snyder qui va rendre visite à Walter Hamada, comme vous pouvez le voir, pour ça qu'il s'est bien habillé. Ça, c'est intéressant. Ça montre vraiment à quel point le problème, pour ceux comme moi qui n'ont pas été fans des choix de Snyder et tout ça, le problème, c'est pas Snyder, et ça pour ma part, je l'ai toujours dit, mais c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une contradiction dans ce qu'a fait la Warner, et vraiment des gros problèmes de gestion de la Warner. Lui, ce qu'il dit ici, il n'y a pas de souci, c'est logique, enfin c'est son ressenti, et le problème c'est la Warner. Et donc voilà, il dit, j'ai jamais regardé ça comme si c'était le boulot. Je suis l'architecte de DC, je dois créer de l'amusement, enfin en gros un royaume d'amusement pour DC qui vendra des jouets et qui est fait pour les masses, qui soit du fun pour tout le monde. Il dit à propos de ses années à la Warner, je m'en fiche de tout ça. Moi j'aime Batman, j'aime Superman, je voulais faire quelque chose de cool, et vous avez choisi le mauvais gars si ce que vous vouliez c'est un produit. Et c'est tout le paradoxe avec tout ça. Effectivement, c'est très respectable ce qu'il dit là, extrêmement respectable. Après, on a la Warner de son côté qui, eux, voulaient une franchise à la MCU, machin. Mais ouais, mais c'est de votre faute. Vous avez pas embauché le mec qui était parti pour faire ça. Et il y a eu, c'est de là que sont partis tous les problèmes qu'il y a pu avoir entre les deux. Mais pour le coup, Snyder est pas responsable. Enfin, lui, il est arrivé en mode artiste qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Et c'est la Warner derrière qui s'est emmêlé les pinceaux complets pour le coup. Ça c'est intéressant, on nous dit du coup, donc voilà, Rebel Moon qui est en 2 parties, qui est une double production massive pour Netflix, mais on nous dit que, alors du coup selon Netflix, ça a coûté 165 millions, mais
l'article précise que ça paraît quand même être de la science-fiction, ce chiffre, quand on considère que rien que le salaire de Snyder, c'est déjà 8 chiffres. Ça veut dire c'est déjà plus de 10 millions. Juste pour Snyder. Ça veut dire sans compter après tous les acteurs, sans compter tout le reste, des équipes, la production. C'est vrai que déjà avec un salaire à 8 chiffres pour Snyder, c'est difficile de se dire qu'il s'en tire vraiment pour 165 millions. Ça paraît pour le coup assez improbable. Mais donc voilà, on nous explique que donc Rebel Moon est basé sur une idée que Snyder avait déjà eue dans les années 80, quand il était en école de cinéma, et où il imaginait une sorte des 7 mercenaires de l'espace ou des 7 samouraïs. Et des décennies plus tard, quand il était en post-production pour Man of Steel, il a pitché du coup une version qu'il avait retravaillée justement de Moon en tant qu'histoire de Star Wars pour Kathleen Kennedy, donc Lucasfilm. Et il dit, en gros, il trouvait que Star Wars était dans une position assez vulnérable à ce moment-là, donc il en a profité en se disant, bah tiens, là j'ai une chance. Donc il y a eu une rencontre en 2012. Il voulait que ce soit un film R-rated, parce que de toute façon Snyder veut que tous ses films R-rated, c'est une sorte de règle. 6 mois plus tard, c'est là que Disney a annoncé le rachat de Lucasfilm, et à ce moment-là, Snyder a tout de suite compris que, ok, mon projet, c'est mort. Lui était dégoûté, et ce que je trouve assez sympa, on voit vraiment que Deborah a un rôle hyper important dans tout ça, mais on voit que Deborah, elle était hyper contente justement de ce qui se passait, et il dit, elle a jamais voulu que ça aille à Lucasfilm, se rappelle Snyder. Pour la citer elle, tu penses, donc en parlant à Zach, tu penses que ça a été difficile avec DC? Tu penses que t'es en colère contre eux parce qu'ils te laissent pas faire ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois que ça va être avec Star Wars? Et donc, quand tout s'est écroulé, elle, ce qu'elle disait, en gros, c'est que c'était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et pour le coup, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Effectivement, ça aurait été une connerie. Je pense, là, c'est très bien avec Netflix parce qu'on sent qu'ils ont l'air de le laisser très libre, qu'il est dans ses délires. Je le vois très mal retourner sur ce genre d'énormes franchises comme Star Wars ou autre. Et je le lui souhaite pas. Je lui souhaite surtout pas qu'il puisse exprimer son talent ailleurs. C'est largement mieux pour lui. Et bon, on nous explique toute l'évolution du projet qui à la base devait être une série télé, un peu une sorte de Game of Thrones dans l'espace. Ensuite, c'est devenu un film. Il s'était associé avec Eric Newman, qui déjà était son partenaire sur Dawn of the Dead, qui était à la production. Film sur lequel d'ailleurs Snyder avait touché 225 000 $ quand même, mine de rien, pour réaliser donc le premier qui avait été écrit par Gunn, évidemment, on s'en souvient. Et donc à l'époque de la série, chaque épisode devait se concentrer sur le recrutement d'un des personnages qui allait devenir un des membres de la rébellion, qui allait se battre contre cet empire galactique démoniaque. Et ensuite, c'est redevenu un film, cette fois avec un script de 200 pages à propos d'un groupe de hors-la-loi et de paysans dirigé par une femme protagoniste donc qui allait se rebeller pour défendre leur paisiblement sur la Lune, ce qui ressemble du coup énormément au projet qu'on a maintenant. Alors le mec est toujours en négociation. Donc il y a eu des négociations, Netflix a validé le projet en 2 parties, sauf qu'à la base il devait faire un PG-13, mais il a encore pas lâché l'affaire, et au bout d'un moment il a réussi à obtenir d'avoir les 2 versions, d'abord une version PG-13, puis une version R-rated, donc plus longue, plus sexy, plus violente et R-rated. Et on a Scott Stuber, qui est donc le film Chairman, qui a bossé avec Snyder déjà au sein d'Universal sur Dawn of the Dead, puis qui a bossé avec lui en 2021 pour Netflix sur Army of the Dead, dit en gros que voilà, il y a eu des hauts et des bas dans la vie de Snyder et dans sa carrière, mais la chose que j'aime à propos de lui, c'est vraiment cet enthousiasme de petit garçon qu'il a dès qu'il a une caméra et qu'il est en train de parler de ce qu'il fait. Il est tellement passionné et on voit qu'il aime avoir la chance de raconter une histoire. Et cette énergie et cet amour de Snyder sont contagieux. Ce qui m'étonne pas du tout. Ça se sent. Ça, de toute façon, ça se sent direct. Effectivement, c'est... Encore une fois, hein, c'est marrant. Vraiment, autant je n'aime pas les choix qu'il a fait chez DC, beaucoup de ses choix, autant je respecte son taf, et autant c'est quelqu'un avec qui je suis sûr que je m'entendrai très bien. Et qui a l'air vraiment cool, en fait. Enfin, qui a l'air hyper bon esprit, pour le coup. Ça, c'est une partie évidemment très intéressante,
où là on nous dit qu'à un moment, pendant qu'il était sur le tournage de Rebel Moon, pendant qu'il dirige une scène, les news voyagent à travers le set, le plateau de tournage. Warner Bros. Venait d'annoncer les nouveaux patrons de son univers d'ici, c'était James Gunn et Peter Safran. Et on nous rappelle que Snyder, comme je vous le disais, a travaillé avec Gunn au début de leur carrière, donc sur Dawn of the Dead. Mais ensuite, alors ça déjà, je trouve ça un peu con par contre, parce qu'ils disent, mais les deux ont suivi des chemins très différents. En fait, Gunn, qui s'est occupé des Gardiens de la Galaxie, des films Gardiens de la Galaxie pour Marvel, est devenu l'anti-Snyder. Alors que Snyder a été exploré le côté dark, torturé, de Clark Kent, de l'âme ensoleillée de Clark Kent, Gunn, lui, était plus dans l'humour, machin, là. Mais là, c'est vraiment créer une dissension pour rien. Enfin, je suis sûr que Snyder, de temps en temps, aime regarder un film de Gunn, de la même manière que Gunn va aimer regarder un film de Snyder. Enfin, ça, c'est très important. Ce que dit Snyder, en parlant de Gunn, je l'ai appelé et je lui ai souhaité tout le meilleur. Je lui ai dit que je voulais vraiment que ça fonctionne. Et là, vraiment, ça montre à quel point, encore une fois, on en a souvent parlé, mais ce sont les fans qui font de la merde. Ce sont les fans qui créent des guerres, des batailles entre ceux qui veulent ci, ceux qui veulent ça. Ah bah on n'a pas ça, bah du coup on va cracher là-dessus. Et puis vice versa. Et c'est autant valable pour certains pro-Snyder que pour certains anti-Snyder. Pour plein d'autres franchises. Mais les gens qui créent, ceux qui font, s'en foutent de ces conneries. C'est débile. C'est absolument débile. C'est comme quand j'entendais des gens dire que Momoa était un traître s'il allait jouer Lobo pour Gunn. What the fuck? On n'a pas 8 ans. Ça n'a aucun sens. Ce sont des gens qui travaillent, qui signent des contrats, ça arrive. Eux ne s'en veulent pas entre eux. À moins de s'être fait un vrai coup de pute directement de l'un à l'autre. Il n'y a pas d'histoire de je vais t'en vouloir parce que t'as signé un contrat sur un truc sur lequel j'ai bossé un moment. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, parce que la fois d'après, sera peut-être l'inverse. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vraiment, enfin, ça me dépite quand je vois les guerres comme ça entre fans pour des raisons aussi stupides. C'est tellement dommage. Alors que voilà, on devrait tous kiffer et on kiffe pas les mêmes choses. Pas grave. Et on peut en débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut élever la voix. Et on s'en fout au final. C'est pas très important. Mais voilà, je trouve ça bien, ça montre que voilà, Snyder qui le dit lui-même. Hein. Là, on peut pas dire que c'est Gunn qui ment cette fois. On est d'accord. Là, c'est Snyder qui le dit. Je l'ai appelé pour lui souhaiter le meilleur parce que j'ai envie que ça marche pour lui. Et personne ne l'oblige à dire ça. Il a pas de flingue sur la tempe. Il attend rien de la Warner. Il est très bien chez Netflix. Voilà. Il a juste envie de le dire. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça, je trouve ça cool. Je savais pas du tout. Donc, en sortant de l'école de cinéma, il a réalisé des pubs et des clips. Et entre autres, il a réalisé des clips pour les ZZ Top. Je trouve ça trop cool. Il a réalisé des clips pour les ZZ Top et pour Morrissey. Ça défonce. Franchement, c'est bien. Ça fait bien ça sur un CV pour le coup. Et d'ailleurs, c'est en tournant des pubs qu'il a rencontré Déborah, qui à la base était productrice dans la musique. Ce que je ne savais pas du tout. Pour le coup, j'ai appris ça. Et ça fait 19 ans qu'ils sont mariés, mine de rien, et ont 7 enfants. Et Stepchildren, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est des beaux enfants. Enfin, chacun avait des enfants de relations précédentes en fait. Donc tous ne sont pas leurs enfants à eux deux. Je trouve ça marrant ça. On nous explique en gros quand au début des années 2000, il avait eu son premier boulot de réalisation pour un film qui s'appelait SWAT. Sauf que, étonnamment, il voulait que ce soit un PG-13, il voulait que ce soit un R-rated, comme quoi c'était dès le départ, sauf qu'on lui a refusé, et du coup il s'est barré. Et il dit, alors par contre, je vous conseille un truc au nouveau réalisateur, vous barrez pas sur votre premier film. Je pensais vraiment que ma carrière était finie. On le sait, sa carrière ne s'est pas arrêtée là, et du coup on nous rappelle qu'il y a eu Dawn of the Dead qui a été un très gros succès, qui lui a donné une renommée pour le coup dans l'industrie à Hollywood. Il a enchaîné ça avec 300, et alors là 300 ça a été le film où il est devenu justement le réalisateur visionnaire Zack Snyder, et effectivement ça a été incroyable, vraiment j'adore 300, ce film ça a été une claque à l'époque, il est incroyable. Ensuite il y a eu Watchmen, qui pour le coup est un échec, film qui arrivait trop tôt, mais qui est un film incroyable, génial, et d'ailleurs c'est Nolan
qui a dit que si le film était arrivé un peu plus tard, s'il était arrivé dans une ère post-Avengers, il aurait eu un destin bien différent. Et je suis complètement d'accord. Pour le coup, non, Watchmen, c'est génialissime. Franchement, c'est dans ce qui s'est fait de mieux en comic book movies. Et clairement, c'est très dommage qu'il ait pas eu le succès qu'il méritait. Alors ça, c'est vraiment drôle. On nous raconte en gros le dimanche après les débuts de 300 en salle. Donc les films sortent le vendredi, enfin jeudi soir pour les avant-premières, mais c'est vendredi la sortie officielle aux États-Unis. Et donc le dimanche après le début de 300 au cinéma, Snyder était en train de filmer une pub pour une marque Miller Lite quand il a eu un appel. Et genre, c'est le nom maintenant. Chaque fois qu'on parle de quelque film que ce soit, de quoi que ce soit, forcément, Tom Cruise va apparaître à un moment. C'est Où est Charlie? C'est devenu maintenant, dans chaque article qui traite d'un film, c'est le nouveau Où est Charlie? Tom Cruise doit apparaître à un endroit. Et ben c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Et donc, le dimanche, Tom Cruise a appelé Snyder. Il n'avait pas de lien avec le film ou avec Warner Bros. Rien du tout. aucun point commun. Mais un an avant, il avait invité Snyder pour un petit déjeuner à sa maison de Beverly Hills, parce qu'il avait été subjugué par le trailer de 300. Donc il avait voulu l'inviter chez lui, et il voulait comprendre comment il avait fait le film, tout ça. Et là, Tom Cruise donc l'appelle pour le féliciter des chiffres du box-office, parce que du coup lui savait le box-office, et donc le film avait fait 70,8 millions, qui était donc le record pour un mois de mars. Et quelques minutes plus tard, le téléphone de Snyder sonne encore. Cette fois, c'était Alan Horn, qui du coup à l'époque était chez Warner, avant d'aller chez Disney, avant maintenant de retourner chez Warner. Alors, Alan Horn, qui a un énorme nom, hein, vraiment c'est une des personnes les plus importantes, certainement à Hollywood. Et donc, qui voulait aussi lui donner les chiffres du box-office. Et là, Snyder qui a pu lui répondre: ah ouais non, c'est bon, Tom me l'a déjà fait. Hein? Tom Cruise. Ouais, il m'a appelé juste avant, il m'a déjà dit les chiffres. Ça doit faire plaisir. Comme situation, de pouvoir se la péter un peu comme ça. Et bon, après donc il a pu choisir ses projets, effectivement ça a été moins de succès. Watchmen, qui pourtant est incroyable, vraiment, mais qui a été un échec, pour le coup financièrement, ça a fait 185 millions pour un budget de 120 millions. Donc forcément c'est un film à perte. Ces deux films suivants, Legend of the Guardians of the Oz, donc Légende de Gaoul, en 2011, et Sucker Punch, pareil, ont pas très bien fonctionné au box-office. Par contre, Watchmen a attiré l'attention de Christopher Nolan. Et ça va être très important pour la suite. Et donc, on apprend qu'ils sont assez proches avec Nolan. D'ailleurs, il s'appelle une fois par mois. C'est le seul réal avec qui vraiment il s'entend comme ça. Et il s'appelle au moins une fois par mois, histoire de se donner des nouvelles. Et même d'ailleurs, l'été dernier, cette salle de cinéma devait être ouf. Nolan a invité des réalisateurs, et genre dans la salle, donc au Universal City IMAX, il y avait Paul Thomas Anderson, Todd Phillips, Denis Villeneuve, Zack Snyder, Nolan. Ok, fallait pas qu'elle explose cette salle, hein, parce qu'on perdait beaucoup. On perdait énormément s'il y avait eu un problème. Alors on va dans l'article nous rappeler pas mal de choses qui sont passées, je vais pas revenir dessus. Effectivement, voilà, où Man of Steel, ça s'était bien passé, tout ça, tout était cool. Il y a eu hélas le drame avec Safi Houghton qui voilà a mis fin à ses jours. On nous reparle un peu voilà de toute l'historique avec ce qui passait avec Justice League, Joss Whedon, tout le bordel. Je vais plutôt revenir sur une partie que là on apprend, que je trouvais intéressante, c'est Anne Sarnoff qui raconte, je trouve ça assez drôle, en 2019, c'était son premier jour en tant que chairwoman et CEO de Warner Brothers, et donc Anne Sarnoff, elle entre dans son bureau, et là elle trouve des douzaines de bouquets de fleurs et de paniers de fruits. Génial, cool, sympa, c'est agréable. Et donc ouais, il dit son cœur a fondu. Elle pensait que c'était vraiment, ça montrait la générosité d'Hollywood, tous les gens qui lui souhaitaient une bonne arrivée. C'est waouh, ok, c'est trop cool. Je suis vraiment bien reçu, c'est magnifique. Puis elle a ouvert la première carte et elle l'a lu. Et là ça disait bienvenue à Warner Bros. Release the Snyder Cut. Ok. Elle en ouvre une deuxième. Elle arrive quand la Snyder Cut? Et une après l'autre. Et toutes, c'était ça.
Et Snyder dit, donc du coup c'est Sarnoff elle-même qui lui a raconté l'histoire, et il dit, elle ne savait même pas ce que c'était en fait. Elle comprenait pas. Elle était pas au courant de toute cette histoire, toute cette saga qui s'était passée. Elle avait pas suivi tout ça. Et quand elle lui a raconté l'histoire, elle était en mode, c'est ça le boulot. Faut que je gère ça en fait. Je savais même pas que c'était quelque chose. Enfin, je savais pas tout ça. J'étais pas au courant en fait. Donc c'est assez fou quoi. J'imagine comme l'ascenseur émotionnel en voyant tous les bouquets de fleurs. Et au final, c'est juste des gens qui lui demandent un truc précis. Et d'ailleurs, à propos des fans de Snyder, c'est intéressant la manière dont il le dit là. Il se mouille, mine de rien. Il se mouille pas. Je ne vais pas commenter sur les détails de s'ils sont bons ou mauvais, en parlant de ses propres fans. Donc quand même c'est pas, non, ils sont bons ou machin. C'est je ne vais pas commenter sur les détails de est-ce qu'ils sont bons ou mauvais. Est-ce qu'ils sont toxiques ou est-ce qu'ils harcèlent, dit Snyder. Et il a pas tort là-dessus. C'est en gros comme ça dans tous les chatrooms. C'est ce qui arrive avec Internet. Mais je sais que le boulot qu'ils ont fait à certains degrés, et j'imagine qu'ils parlent entre autres de toutes les récoltes de fonds qui ont été faites pour des associations justement pour lutter contre le suicide, dit voilà, le boulot qu'ils ont fait sur certaines facettes était bon. Je peux dire en tant que fait qu'ils ont fait du bon. C'est indéniable. Et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Du coup, voilà, il dit, je veux pas commenter sur le est-ce qu'ils sont bons ou mauvais. Puis de toute façon, c'est toujours pareil. Enfin, on parlait d'un groupe. Oui, il y a des fans toxiques. Il y en a. Point. C'est un fait. Évidemment, c'est pas le cas de tous, loin de là, bien sûr. Mais du coup, il met aussi l'accent sur le fait je sais qu'au moins, ils ont fait des choses bien. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de récoltes de fonds pour des associations. Et ça, on peut pas nier que c'est évidemment très bonne chose. Et il dit, en gros, il y a eu des questions sur est-ce que l'armée de Snyder est vraie. Il reparle du rapport de Rolling Stone qu'il y avait eu à une époque. Et Snyder qui réagit, la vérité, c'est pas important. Le film a été fait. Et s'ils étaient assez malins pour employer des bots pour en arriver là, bah ils ont gagné. Le film n'aurait jamais dû exister, et pourtant il existe. C'est les pieds sur terre. C'est, voilà. Il n'affirme ou n'infirme pas, mais effectivement, après tout, l'important pour lui, bah, c'est que le film ait été fait. C'est ce qui compte le plus. Je rappelle encore une fois, hein, pour les gens qui disent, oh là là, ceux qui disaient que la Snyder Cut n'existait pas, vous vous êtes bien fait avoir, En fait, il y avait c'était pas un film fini. Il a fallu 80 millions. 80 millions, c'est ce qu'a coûté The Creator de A à Z. Pour faire le film The Creator, ça a coûté 80 millions. Donc, quand on doit rajouter 80 millions, c'est qu'on est loin d'avoir un truc fini à la base. Très loin. Très très loin. C'est le coût d'un film, 80 millions. C'est loin d'être le coût de tous les films. Énormément de films coûtent bien moins que 80 millions. The Invisible Man, c'était 7 millions. 7 millions. 80 millions, c'est The Creator. Super lourd en effets spéciaux. Qui tue la plupart des blockbusters de tout le monde en termes de visuel. Donc voilà, c'était quand même 80 millions. Donc la cut, elle était... voilà. Il y avait du taf. Il y avait beaucoup de taf. Je trouve ça très drôle, ça. Vous allez comprendre. Alors, pour ce qui est de l'univers super-héroïque qu'il a laissé derrière, il n'a pas l'air nostalgique. En gros, c'est voilà, on a fait notre route. Je n'ai pas l'excitation que j'avais auparavant, dit-il, à propos de ce genre. À ce moment-là, il leur fait faire un tour de son studio de poterie. Et en fait, il y a des rangées et des rangées de tasses et de bols, surtout, et des lapins. Il fait aussi des lapins en poterie pour sa petite fille de 12 ans. Donc il a une collection de lapins en poterie. J'aimerais beaucoup voir ça, du coup. Des lapins en poterie qu'il fait pour sa fille de 12 ans, qui sont alignés sur des étagères. Et il explique aux journalistes qu'il a un plan secret pour faire 100 tasses et les vendre sur un marché. Et il semblerait qu'il est pas du tout en train de plaisanter, qu'il compte vraiment faire ça. Et je trouve ça super drôle, en fait. Le mec est vraiment au taquet dans tout ce qu'il fait, quoi. Et donc on nous dit qu'il est resté en contact avec certains de chez DC, comme Ezra Miller par exemple, voilà, qui l'appelle pour prendre des nouvelles, en disant voilà, c'est pas forcément facile ce qui traverse. Aussi avec Ray Fisher, qui d'ailleurs joue justement dans Rebel Moon, et il dit, alors il a pas l'air d'être resté en contact avec Amber Heard, mais il dit par contre que c'est quelqu'un qu'il a eu vraiment plaisir à bosser avec, parce qu'il dit je vois ce qui se dit tout ça sur Amber Heard.
Moi, franchement, je retravaillerais avec elle dans la minute, s'il y avait l'occasion, sans aucun problème, quoi. Et là, c'est une partie, bien évidemment, qui est très importante. Mais Snyder dit que ce chapitre de sa vie est maintenant fermé. C'est la première fois qu'il le dit. En parlant du Snyderverse, c'est fini. C'est derrière lui. Et ça serait vraiment difficile de l'amener à réouvrir ce chapitre. En gros, à lui faire refaire du super-héros. Si son pote Gunn l'appelle et l'invite pour revenir chez DC, c'est même pas sûr, il pourrait considérer peut-être le faire, mais seulement si c'est vraiment pour faire une adaptation fidèle de Dark Knight Returns, donc l'œuvre de Miller, qui a déjà beaucoup servi d'inspiration à BVS, on va pas se mentir, mais voilà, la seule, pas pour finir son histoire de Superman, son arc avec Darkseid, non, le seul moyen qu'ils disent oui pour retourner, et c'est lui qui le dit, c'est la première fois que clairement il dit non, c'est fini. Mais il veut peut-être bien y retourner s'il peut faire un Dark Knight Returns. De la même manière, si Marvel le contactait, il pourrait penser à dire oui. Et ça c'est intéressant, ça je savais pas. Si c'était, alors c'est pas étonnant du tout parce que c'est toujours du Miller, mais il pourrait dire oui pour un Daredevil, pour un film Daredevil et Elektra. Par exemple, Elektra Lies Again. Ça il serait prêt à le faire. Et pour ce qui est de Star Wars, non, je pense pas. Il dit. Ces types ont vraiment trop une mainmise sur cette marque, trop un besoin de contrôle en gros. Bon, maintenant, même chez Marvel, je lui conseille vraiment pas, ça de toute façon. Bon, après avoir avec les changements qu'il va y avoir maintenant chez Marvel, mais bon, je le vois mal. Mais bon, Dark Knight Returns, pourquoi pas, mais en même temps, c'est déjà un peu ce qu'il a fait avec BVS, donc faudra attendre quelques années pour que ça ait le moindre intérêt de faire ça, c'est peut-être trop proche, pour le coup. C'est un peu trop proche, je pense. Donc ouais, il faudra attendre un petit peu. Et pourquoi pas plus tard, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est tout l'article. C'était vraiment intéressant, je trouve. Mais vraiment, je pense que c'est quelqu'un vraiment d'assez intéressant et plutôt très sympathique, pour le coup. J'aime bien le personnage. J'aime bien le rapport qu'il a avec sa femme, c'est assez drôle. Du coup, qui oblige un peu on sent que lui c'est le créatif et qu'il est obligé des fois vraiment de le canaliser. C'est ça, de le canaliser. Et je trouve ça plutôt rigolo. Pour le coup, il se complète pas mal. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut l'accepter. C'est dit de sa bouche même. C'est fini. Il a fait son temps. Il veut plus revenir sur toute cette histoire de Snyderverse. Pourquoi pas revenir un jour chez DC ou Marvel, ou arriver chez Marvel ou revenir chez DC, mais dans des trucs très précis qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a fait avant. C'est au moins, enfin, le message est clair. Il était temps que ce soit fait. J'ai beaucoup aimé aussi la partie où voilà, il dit lui-même qu'il a appelé Gunn, qu'il l'a félicité et qu'il espère qu'il va réussir. C'est bien, c'est bon esprit, c'est plutôt cool. C'est grand prince de sa part, dira-t-on. Enfin voilà, la vidéo est déjà bien plus longue que je l'aurais voulu. Donc, prenez tous bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, ça aide bien sûr énormément. Et sur ce, je vous dis ciao ciao, bye.